En plus de 50 ans, une rumeur a suivi Jacqueline Betté partout d'où elle va. Tout a commencé en 1968 sur le plateau de Bullitt avec Steve McQueen. Leur alchimie était électrique et les fans étaient convaincus qu'ils étaient secrètement amoureux. Mais à 81 ans, Betty en a finalement assez. Elle brise le silence sur ce qui s'est réellement passé entre eux. La vérité qu'elle révèle n'est pas celle que les gens attendaient. Et il ne s'agit pas seulement de Steve McQueen. Il s'agit de la façon dont un mensonge peut tenter toute la carrière d'une femme. Après des décennies de frustration, elle raconte sa version de l'histoire. Un matin de septembre 1944, pendant l'une des périodes les plus sombres de l'Angleterre, une petite fille est née sous le bruit de bombes lointaines. Elle s'appelait Winifred Jacqueline Fraser Bizet et sa mère Arlette a accouché sans son mari à ses côtés. Il était loin en Irlande, travaillant comme médecin pendant que les avions de guerre rugissaient au-dessus de sa tête. Weybridge, l'endroit où Jacqueline est née, était considéré comme une zone sûre. Mais à peine 2 mois plus tôt, en juillet, des bombes volantes V1 étaient tombées tout près. C'était censé être paisible, mais sa naissance s'est produite dans un monde rempli de sirènes et de fumée. Harley avait déjà échappé à la mort une fois. En 1940, lorsque les Allemands ont envahi la France, elle est montée sur un vélo et a fui Paris, traversant des routes dévastées par la guerre jusqu'à ce qu'elle puisse attraper un navire de troupes britanniques. Elle avait été avocate, vive et fière. Mais lorsqu'elle est arrivée en Angleterre, elle était une réfugiée, portant un traumatisme qui ne l'a jamais vraiment quittée. Elle a élevé Jacqueline en lui apprenant à parler français, mais il ne s'agissait pas d'élégance ou de culture. Il s'agissait de survie. Quand Arlette devenait émotive, elle se laissait aller au français, criant parfois, pleurant parfois, et la jeune Jacqueline devait intervenir pour traduire lors des disputes familiales. À seulement 7 ans, elle était déjà la pacificatrice. Puis vint le moment qui a tout changé. Vers 1951, alors que Jacqueline n'avait que 7 ans, sa mère a été diagnostiquée sclérose en plaques. Cela n'a pas seulement affecté Arlette, cela a brisé la famille. Son père, l'homme qui était censé être le gardien, est parti. Il est simplement parti. Pas d'au revoir, pas d'aide, pas d'argent. Et pendant les 17 années suivantes, il a refusé de les soutenir réellement. Harley a été laissée à se débattre et Jacqueline a regardé sa mère s'effondrer lentement physiquement et émotionnellement, tout en essayant d'empêcher leur vie de s'effondrer complètement. Ils n'avaient pas d'argent. Jacqueline n'avait que 8 ans quand elle a dû commencer à travailler en échange de ses cours de ballet. Les frais étaient de 2 $ par mois, ce qu'ils ne pouvaient tout simplement pas se permettre. Alors, elle frottait les planchers du studio et nettoyait les miroirs juste pour danser. À l'âge de 14 ans, elle faisait déjà du mannequinat pour payer les factures. Ce n'était pas glamour, c'était du désespoir. Certaines semaines, elle gagnait 10 $ ou 15 $ de plus que le chèque d'invalidité de sa mère. Les gens du quartier se souviennent d'elle, poussant sa mère dans un fauteuil roulant, des sacs de provisions à la main. Avait une force tranquille que la plupart des adultes n'avaient même pas. Quand elle a eu 15 ans, le pire a commencé. L'état de sa mère s'est aggravé et Jacqueline est devenue la soignante. Chaque jour, elle aidait sa mère à manger, à se laver, à s'habiller, même à rester debout. Au moment où Jacqueline jouait dans des films, la plupart de son argent était directement consacré aux soins médicaux. Plus de 200 000 $ dépensés à la fin des années 1990. Quand les journalistes lui ont demandé pourquoi elle n'avait jamais eu d'enfant, elle a répondu qu'elle en avait déjà un très grand, sa mère. Elle ne pouvait pas voyager pour de longs tournages sans embaucher des infirmières privées. Cela a duré 40 ans jusqu'au décès d'Arlette, en 1999. Jacqueline avait 55 ans. Malgré tout, Jacqueline a continué. Elle a fréquenté le Les France d'Elrès et a travaillé comme mannequin juste pour garder les lumières allumées. À 17 ans, elle s'est inscrite à nouveau dans une école française pour perfectionner son accent. Sa première apparition au cinéma a eu lieu dans le Knack et Comment la voir en 1965.
Elle n'a été payée que 50 dollars et n'avait pas de réplique. Mais quelque chose dans sa présence à l'écran s'est démarqué. Bientôt, elle a été choisie dans Cul-de-sac de Roman Polanski en 1966, mais même là, elle a été testée. Polanski voulait qu'elle fasse une scène de nu. Elle a refusé. Il a menacé de la renvoyer, puis l'a punie avec des reprises. Elle ne s'est toujours pas pliée. En 1967, elle s'est apparue dans Casino Royale aux côtés de Peter Sears et Ursula Andress. Il avait un budget de 12 millions de dollars, mais Jacqueline n'a été payée que 15 000 dollars. Seller a été payé 1 million de dollars. Pendant le tournage, elle a été harcelée, coincée dans les vestiaires et traitée comme un accessoire plutôt que comme une professionnelle. Pourtant, elle n'a pas cédé, mais cela a eu un prix. Elle était souvent choisie pour jouer le rôle de la femme européenne sexy et les rôles sérieux sont devenus plus difficiles à trouver. La même année, elle a fait face à un moment qui a failli mettre fin à sa carrière. Lors d'une réunion avec un grand producteur, on lui a offert des rôles valant 100 000 dollars chacun, mais seulement si elle acceptait de coucher avec lui. Elle a refusé. Il l'a mise sur liste noire. Elle a perdu 2 rôles au cinéma, un face à Paul Newman. Pendant 8 mois, aucun travail n'est venu. Audrey Hepburn l'a discrètement aidée dans les coulisses, la recommandant à des réalisateurs qui respectaient les femmes. Jacqueline n'a jamais nommé l'homme, mais les initiés pensent qu'il s'agissait d'un cadre de Fox qui a été renvoyé dans les années 1980 pour le même comportement. Quand Jacine Bézet avait 24 ans, quelque chose s'est passé qui allait tout changer. Elle a été choisie dans Bullitt aux côtés de Steve McQueen. Le film est sorti le 17 octobre 1968 et il n'a pas seulement bien marché. Il est devenu l'un des 5 films les plus rentables de cette année-là, rapportant 42,3 millions de dollars. Mais ce n'est pas seulement l'argent ou la célèbre poursuite en voiture de 10 minutes et 53 secondes qui l'ont rendu inoubliable. C'est la façon dont Bette est restée ferme aux côtés d'une icône hollywoodienne comme McQueen. Elle conduisait une Porsche 356C, tandis que McQueen sillonnait les rues dans une Mustang GT 390. Il lui a dit un jour « Vous êtes une très bonne conductrice pour une fille », ce dont elle a ri plus tard, mais elle était nerveuse. Qui ne le serait pas? Pourtant, elle a réussi. Et des années plus tard, en 2007, Bullitt a été ajouté au US National Film Registry. Sa place dans l'histoire du cinéma était scellée. Mais Bullitt n'était pas la seule chose importante qui s'est passée en 1968. Cette année-là a été une explosion pour Betaille. Elle n'était même pas censée être dans Le Détective avec Frank Sinatra. Mia Farrow était prévue pour ce rôle, mais a abandonné en raison de conflits avec Rosemary's Baby. Bissey est intervenu. Le film était audacieux pour son époque. Il traitait de sujets que les films grand public évitaient, comme la vie gay, et pas de manière flatteuse. Pourtant, il a fait parler les gens. Elle a également joué dans La chevauchée infernale avec Michael Saracen. Ce rôle lui a valu une nomination au Golden Globe pour la révélation la plus prometteuse. Ainsi, en une année, elle a eu 3 films majeurs, Bullitt, Le Détective et La chevauchée infernale. C'est ainsi qu'elle est passée d'une actrice sous contrat à la 20th Century Fox à un nom que les gens ne pouvaient ignorer. Elle n'était pas seulement belle, elle était puissante à l'écran. Mais la célébrité est venue avec ses pièges. En 1969, elle a fait un film intitulé The First Time. Il était censé être une comédie initiatique. 3 adolescents confondent son personnage avec une prostituée et essaient de perdre leur virginité. Il avait des intentions légères, mais cela n'avait pas d'importance. Les gens se sont concentrés sur les scènes sexuelles. Les critiques l'ont qualifié de meilleur film sur le sexe, tandis que d'autres ont dit qu'il était d'une sentimentalité embarrassante. Bizet portait une perruque blonde, montrant qu'elle pouvait changer de look. Mais tout le monde ne parlait que de son côté sexy. C'est alors que l'étiquette de sex symbole lui est restée collée, et elle la détestait. Elle voulait être reconnue pour son jeu d'actrice, pas seulement pour son apparence. Mais l'étiquette l'a suivie dans les années 1970 comme une ombre qu'elle ne pouvait pas secouer.
Même lorsqu'elle innovait, les projecteurs rendaient les choses inconfortables. Pendant le tournage de Bullet, elle a dit que McQueen était charmant et serviable, mais elle ne l'a jamais vraiment connu. Il était trop occupé à se précipiter en parlant de voiture. Sur le détective, elle a dû prononcer des répliques choquantes pour l'époque. Le dialogue de la scène de crime incluait des mots comme pénis et marin, des choses qui ne se disaient tout simplement pas dans les films en 1968, mais elle est restée professionnelle. Travailler avec Sinatra n'était pas facile non plus. C'était une légende et elle devait égaler cette énergie. Mais elle l'a fait. Encore et encore, elle a prouvé qu'elle pouvait tenir tête aux plus grands noms d'Hollywood. Puis vint Les Grands Fonds en 1977. Cette fois, il ne s'agissait pas seulement d'agir. Il s'agissait de survie. Le tournage a duré 153 jours. Ils ont fait 8,95 plongées. Plus d'1 million de pieds cubes d'air comprimé ont été utilisés. Bizot a dû apprendre la plongée sous-marine juste pour le rôle. Au cours d'une scène, sa doublure s'est luxé l'épaule lorsqu'un plongeur a tiré trop fort sur un bâton. Il n'avait qu'une seule prise et Baiser elle-même a failli se noyer. Mais ce dont les gens se souvenaient, c'était de la scène d'ouverture. Elle dans un t-shirt blanc sous l'eau. Ce t-shirt transparent a fait les gros titres. Le producteur Peter Guber a même dit « Ce t-shirt a fait de moi un homme riche ». Mais B.E. a gagné plus que de l'attention. Elle a obtenu une autre nomination aux Golden Globes. Sa carrière a continué de grimper, même si cela signifiait risquer sa vie pour obtenir le plan. Mais parfois, le succès causait des problèmes à la maison. En 1973, elle a joué dans La Nuit américaine de François Truffaut. Il a remporté l'Oscar du meilleur film en langue étrangère et 3 BAFTA. Visée jouait une actrice se remettant d'une dépression nerveuse. C'était brut et honnête, mais une scène la montrait nue. Sa mère, qui, selon elle, serait fière, était horrifiée. La honte a causé une douloureuse rupture dans leur relation. Pourtant, Bissey ne regrettait pas le rôle. Elle croyait au film. Elle croyait en ce qu'il disait sur la réalisation de films et la vérité émotionnelle. Truffaut jouait même le réalisateur dans le film, le rendant encore plus personnel. Puis, en 1975, vint Le Crime de l'Orient Express. Il était rempli de stars. Lauren Beale, Ingrid Bergman, Sean Connery. Bissett a joué la comtesse André lors d'une scène clé. Elle a improvisé une réplique. Le réalisateur Sidney Lumet détestait ça. Il voulait que les acteurs suivent exactement le scénario, surtout qu'il s'agissait d'Agatha Christie. La dispute entre eux est devenue si grave que presque elle a quitté le plateau. En fin de compte, ils ont trouvé un terrain d'entente. Elle a conservé certaines de ses touches émotionnelles, mais est restée principalement dans le scénario. Sa performance s'est démarquée dans un casting de légende. Christie elle-même a déclaré qu'il s'agissait de la seule adaptation dont elle était pleinement satisfaite. En 1978, elle a joué Liz Cassidy dans Le Magnat grec, une version pas si subtile de Jackie Kennedy. Anthony Quinn a joué Onassis. Tout se passait bien jusqu'à ce que bête Jackie. La rencontre s'est transformée en l'un des moments les plus humiliants de sa vie. Jackie a jeté un coup d'œil au projet et a dit qu'il était de mauvais goût. Elle a dit cela à Bissey en face et s'est éloignée. Pas de poignée de main, pas de politesse, juste une froide désapprobation. Bissey a déclaré plus tard que c'était intimidant mais excitant. Le film montrait des moments personnels, des scènes intimes sur un yacht, des disputes à propos de la nourriture. Pas étonnant que Jackie l'ait détesté. Mais Bette ne pouvait pas oublier ce moment. En 1976, elle a filmé Saint Ives avec Charles Bronson. Et puis vinrent les rumeurs. Les paparazzis les ont surpris en train de prendre des dîners qui ressemblaient à des dîners romantiques. Il était marié à Jill Ireland. Mais cela n'a pas arrêté les gros titres. Les gens les ont vus se tenir la main. Les membres de l'équipe ont chuchoté à propos de longues visites dans la caravane de Bétette. Le personnel de l'hôtel a dit qu'ils étaient toujours ensemble. Elle a nié la liaison, mais a admis quelque chose de plus profond. Elle a dit à un journaliste « L'attention m'a flatté au milieu de ma solitude ». Cela en disait plus que toute confirmation ne pourrait le faire dans le film.
Leurs personnages avaient une réelle alchimie. Les scènes intimes ont brouillé les lignes. Les gens se demandaient si ce qu'ils voyaient à l'écran n'était que du jeu. Les rumeurs les ont suivis tous les deux pendant des années. Un soir tranquille de 1984, Jacqueline Bisset est apparue à la télévision dans un rôle qui ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait fait auparavant. Elle a joué une comtesse allemande amoureuse d'un écrivain juif pendant la période la plus sombre d'Europe, la Seconde Guerre mondiale. Son personnage, Nena von Halder, ne tombait pas seulement amoureuse. Elle risquait tout en rejoignant la résistance pour aider les Juifs à échapper aux nazis. Le film intitulé Forbidden était basé sur des histoires vraies, tirées du livre de Leonard Gross, The Last Jews in Berlin. Pour se préparer, Bette s'est plongée profondément dans l'histoire de l'Holocauste. C'était émotionnellement lourd, et bien qu'il ne soit pas confirmé si elle a visité Auschwitz, sa performance portait le genre de poids qui ne vient que d'une réelle compréhension. Le film utilisait des images documentaires réelles de Berlin pendant la guerre, et les gens l'ont félicité pour avoir été honnête et brut à l'écran. Cela a changé la façon dont les gens la considéraient comme une actrice dans les années 1980. La même année, elle a filmé Under the Volcano au Mexique à partir du 8 août 1983. La chaleur, l'humidité, le chaos, c'était brutal. Réalisé par John Huston et se déroulant pendant le jour des morts, le film a tout exigé d'elle. Albert Finney, jouant un consul britannique en décomposition, est resté dans son personnage tout le temps, ce qui a rendu l'atmosphère encore plus intense. Il transpirait, était émotionnellement épuisé et entouré d'habitants et de légendes comme Alio Fernandez et Cathy Gerardo. Certaines personnes chuchotaient à propos de Scorpion sur le plateau, mais que ce soit vrai ou non, la pression était réelle. Bisset a obtenu une nomination aux Golden Globes pour son rôle d'Yvonne Ferman. C'était bien mérité. Puis vint quelque chose de totalement différent en 1949. Dans Scènes de la lutte de classe à Beverly Hills, Bisset a joué Claire Lipkin, une riche veuve impliquée dans des jeux absurdes et provocateurs. Le film était audacieux, satirique et ne s'est pas retenu avec sa nudité ou ses commentaires. Mais c'est ce qui s'est passé ensuite qui a secoué les gens. Un mois après la sortie du film, sa co-star Rebecca Schaeffer a été assassinée par un harceleur. Le tueur l'avait vue dans le film. Cela a fait les gros titres et a forcé les gens à poser des questions difficiles sur ce que les films montrent et jusqu'où est trop loin. Les critiques ont remarqué à quel point Bay était intrépide dans ce rôle. Elle ne se souciait pas de son image. Elle voulait dire quelque chose de plus grand. Des années plus tard, en 2001, elle a rejoint un petit projet indépendant intitulé The Sleepy Time Gal. C'était un film tranquille, rempli d'émotions et de tensions familiales. Nick Stahl, Martha Plimpton et Amy Madigan l'ont rejointe, mais le film a continué à rencontrer des retards, petit budget, cauchemar d'emploi du temps. Les films indépendants n'étaient pas faciles à l'époque, et celui-ci a fait des ravages. Pourtant, Bette est se rester fidèle. Son rôle exigeait de la douceur et de la douleur, et elle a donné les deux. Le film n'a pas fait sensation dans les salles, mais sa performance a persisté chez ceux qui l'ont vu. À un moment donné, à la fin des années 1980, elle aurait eu la chance d'être dans Basic Instinct. Le rôle qui a finalement rendu Sharon Stone célèbre, une offre d'1 million de dollars selon les rumeurs. Mais Bisset a refusé. C'était trop loin de ce qu'elle faisait habituellement. Le sexe, la violence, la controverse, ce n'était pas son chemin. Le film a rapporté plus de 150 millions et a transformé Stone en une légende. Mais Bisset ne semblait pas le regretter. Elle avait toujours choisi la profondeur du personnage à l'argent. Cette décision vous disait tout sur qui elles étaient. Sa vie personnelle était tout aussi dramatique. De 1951 à 1988, elle a été avec Alexander Godunov. Il était la star du ballet russe qui avait fait défection de l'Union soviétique en 1969, laissant sa femme derrière lui. Quand ils se sont rencontrés en 1981 lors d'une fête à New York, il y a eu de l'électricité. 6 mois plus tard,
Ils étaient amoureux. Mais Godunov buvait trop. L'homme que Bissaï aimait a lentement disparu. Quand il l'a quittée en 1998 pour une autre femme, elle a appelé cela une trahison qui lui a brisé le cœur. En 1995, Ilomsl a été retrouvé mort à 45 ans. Maladie du foie. C'était une fin tragique pour un homme qui avait autrefois risqué sa vie pour la liberté. Dans les années 1970, elle avait une autre longue relation, cette fois avec Michael Saradin. Ils se sont rencontrés lors du tournage de La Chevauchée infernale en 1968 et ont passé 7 ans ensemble dans une maison de plage à Malibu. Les fans les adoraient, mais la célébrité s'est mise en travers de leur chemin. Après son rôle décisif dans Airport en 1970, Bissaï est devenue une star. Saracen n'a pas pu le supporter. En 1941, elle a admis avoir choisi sa carrière plutôt que l'amour. Lorsqu'ils ont fait leur dernier film ensemble, son personnage a renoncé à la vie à la plage. C'était comme si l'art imitait le chagrin d'amour. Et puis, il y a eu les rumeurs sur Frank Sinatra. En 1968, elle a joué avec lui dans Le Détective après que Mia Farrow se soit retirée. Sinatra était furieux contre Mia et aurait demandé à Bise de se couper les cheveux juste pour contrarier son ex-femme. Il voulait qu'elle ressemble à Mia, peut-être pour réparer quelque chose qui était déjà brisé. Des années plus tard, en 2020, Bay a nié la liaison, disant que Sinatra était marié et qu'elle n'était pas intéressée. Mais les initiés pensaient le contraire. Certains ont dit que Sinatra avait eu des aventures avec Bisset et sa co-star Lee Ramick pendant le tournage. À l'époque, ils traversaient un divorce très public. Les frontières entre personnel et professionnel étaient floues. De 1973 à 1980, Bissaï a été avec Victor Dry, un homme d'affaires marocain qui a tout bouleversé pour elle. Ils se sont rencontrés sur un vol en 1974. Il a quitté son entreprise de mode à Paris, a déménagé à Beverly Hills et a commencé à revendre des manoirs. Elle est devenue sa partenaire, non seulement en amour, mais aussi en affaires. Mais son jeu a tout gâché. Ses dettes l'ont écrasée. Elle a dû vendre ses bijoux pour rembourser ce qu'il devait. C'était un cauchemar financier. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, des années plus tard, Dry a rebondi et est devenu un magnat milliardaire des boîtes de nuit, lançant Excess à Las Vegas et entrant au temple de la renommée des boîtes de nuit. Le 12 janvier 2014, Jacqueline Bissaï est montée sur scène aux Golden Globes pour accepter son prix de la meilleure actrice dans un second rôle dans Dancing on the Edge. Et ce qui s'est passé ensuite a complètement détourné la nuit. Elle est restée silencieuse pendant ce qui a semblé être une éternité. Le public ne savait pas s'il fallait applaudir à nouveau ou simplement attendre. Puis elle a finalement parlé. Mais au lieu du discours de remerciement habituel, elle a lâché un mélange bizarre de jurons, de longues pauses et de conseils aléatoires. Elle a dit à la télévision en direct, « Pour ceux qui m'ont donné de la tristesse, comme ma mère disait toujours, allez en enfer et ne revenez pas. » Les censeurs sont intervenus, mais il était trop tard. Les mèmes ont explosé en quelques minutes. Certains pensaient qu'elle était ivre, d'autres ont juste regardé avec incrédulité. Elle a dit plus tard qu'elle était dépassée. Cela faisait 47 ans depuis sa première nomination et elle avait faim. Littéralement, elle a dit qu'elle n'avait pas dîné. Mais aucune excuse ne pouvait expliquer pleinement pourquoi elle a commencé à parler de pardon ou à chercher sa co-star Chiwetel Ejiofor dans la foule, alors que des millions de personnes regardaient. Ce moment de 2 minutes est devenu l'un des discours les plus inoubliables de la décennie lors d'une remise de prix. Ce n'était pas la première fois qu'elle devenait virale, ni la dernière. Une rumeur la suit depuis plus de 50 ans et refuse de mourir. En 1968, elle a joué avec Steve McQueen dans Bullet. Leur alchimie était électrique. Les paparazzis ont afflué. Les gens ont juré qu'ils étaient secrètement amoureux. En 2020, 76 ans, Beth en avait assez. « Nous n'avons jamais couché ensemble », a-t-elle dit, complètement exaspérée. Mais les histoires ont continué à venir. Ils ont partagé des scènes dans un cabriolet jaune conduisant à travers San Francisco.
ce qui n'a fait qu'alimenter les commérages. Elle a qualifié cela d'épuisant et de frustrant. Chaque interview qui en parle ressemble à une gifle. Mais peu importe combien de fois elle le nie, les fans et les biographes ne peuvent-en pas lâcher prise. Cette rumeur a vécu plus longtemps que certaines carrières. En 2018, elle a repris un thriller politique intitulé Backstabbing for Beginners, tournant au Maroc avec Theo James et Ben Kingsley. Elle avait 74 ans, mais il n'y avait rien de calme ou de gracieux sur ce plateau. Bizet s'est retrouvé face au réalisateur danois Perfly à propos d'une scène d'amour avec laquelle elle n'était pas d'accord. Elle a qualifié cela de gratuit et a refusé. La production a stagné. Le jeu d'acteur de Ben Kingsley était si intense, Bizet a dit qu'il était comme un aigle battant des ailes pendant les scènes de confrontation. La tension à l'écran n'était rien comparée à ce qui se passait derrière. Elle a joué une activiste française d'ONG dans l'Irak d'après-guerre, mais hors caméra, cela ressemblait plus à un champ de bataille d'égos. Puis vint 2021. Elle avait 77 ans et jouait dans Birds of Paradise en tant que la terrifiante directrice de ballet Madame Brunel. Elle aurait pu utiliser des doublures. Personne ne l'aurait blâmée, mais elle a insisté pour faire la plupart des scènes elle-même. Pendant les répétitions, elle s'est tellement tiré un muscle que tout le tournage a été interrompu pendant une semaine. Cette seule blessure a causé d'énormes dépassements de budget. Le film avait déjà été retardé de 5 mois à cause de Co. Maintenant, il s'effondrait alors qu'il ne restait qu'une semaine à faire. Ses co-stars souffraient aussi. Christine Frott et Diana Silvers ont toutes deux poussé leur corps au-delà du point de rupture. Silvers s'est se fêlé une côte la veille du tournage d'une scène clé. Elle a également perdu une partie de son 3e orteil dans un accident bizarre avant de retourner à Budapest. C'était le chaos, mais Bizet a continué à danser. En 2022, quelque chose s'est finalement bien passé. Lauren and Rose n'était pas un blockbuster. C'était tranquille et personnel, mais il a remporté de grands prix. Meilleur long-métrage narratif à OG, meilleur scénario et meilleure actrice à Studio City et meilleur long-métrage à Palm Springs. À 68 ans, elle était soudainement à nouveau partout. Elle a également remporté des prix pour l'ensemble de sa carrière à Santa Fe, Sarasota et Sedona. Mais même pendant ce moment fort, il y avait une ombre. Le film où elle jouait une actrice légendaire encadrant un jeune cinéaste lui a rappelé ce qu'elle n'avait pas fait. Elle a toujours voulu réaliser, mais elle ne l'a jamais fait. Elle a dit que ce rôle avait fait remonter à la surface des occasions manquées qu'elle avait enfouies pendant des années. Pour une fois, les applaudissements ont fait un peu trop mal. Puis vint 2025 et les gros titres devinrent d'acerbe. À 80 ans, elle a déclaré à Page Six qu'elle se sentait très peu sympathique au mouvement Never Me Too. Elle a dit que les femmes devraient apprendre le mot non ou utiliser le mot en F. Elle a affirmé qu'elle n'avait jamais été harcelée parce qu'elle ne s'était jamais laissée être vulnérable. Hollywood n'était pas prêt pour ça. La réaction a été instantanée. Certains l'ont défendue comme étant brutalement honnête. D'autres l'ont qualifiée de déconnectée de la réalité. Mais elle n'est pas revenue sur ses propos. Elle ne le fait jamais. Son amertume face à la façon dont Hollywood l'a commercialisée a commencé bien avant cela. En 1977, elle a joué dans Les Grands Fonds. L'affiche du T-shirt mouillé est devenue emblématique, mais elle l'a détesté. Elle a essayé d'empêcher sa sortie. Elle a failli se noyer pendant le tournage, risquant sa vie sous l'eau. Pendant ce temps, le producteur Peter Guber s'est vanté. « Que ça c'est? Ce T-shirt a fait de moi un homme riche. » Elle a gagné 1,65 million de dollars sur Inchan en 1941, l'un des plus gros échecs d'Hollywood. Mais elle appelle toujours Les Grands Fonds l'une de ses plus grandes déceptions. Non pas parce qu'il a échoué, mais parce qu'il l'a transformé en quelque chose qu'elle n'a jamais voulu être. En 2022, elle a dit que c'était très dangereux, et d'avoir ça résumé à une histoire de T-shirt mouillé, ce n'était pas génial. Le film qu'elle a le plus aimé était La Nuit américaine de François Truffaut en 1973. C'est celui dont elle parle encore aujourd'hui. Il y a une autre facette de sa vie que la plupart des gens oublient.
En 1975, elle est devenue la marraine d'Angelina Jolie. Elle connaissait à peine la mère de Jolie, Marceline Bertrand, lorsqu'on lui a demandé, mais elle a dit oui. Leur amitié a duré plus de 30 ans. Le 3 janvier 2025, Visé est monté sur scène au Palm Springs Festival et a remis à Jolie le Desert Palm Achievement Award. Elle l'a saluée comme une mère exceptionnelle. Elles ont eu des hauts et des bas. Viss a été coupée des films de Jolie comme Mr. and Mrs. Smith, mais elle ne lui a jamais tourné le dos. Même pendant le divorce de Jolie avec Brad Pitt, Vette et Ross s'est resté proche. Elle est sauce. Elle est fière de sa filleule, quoi qu'il arrive. En 2025, à 41 ans, Jacqueline Bisset n'a toujours pas reculé. Elle n'a jamais eu recours à la chirurgie plastique. Elle dit que les gens l'ont prévenue dans ses 40 ans que les rôles n'existeraient pas dans ses 70 ans. Mais elle a pensé « Je serai toujours bonne alors ». Et elle avait raison. Elle dit qu'elle a l'air vraie. Elle dit aux jeunes femmes de profiter de leur jeunesse et de montrer ses jambes. Elle croit que vieillir avec dignité signifie savoir qui vous êtes et ne pas courir après ce qui s'estompe. Que vous soyez d'accord avec elle ou non, une chose est claire. Après plus de 60 ans à Hollywood, Jacqueline Bisset est toujours debout et refuse toujours d'être autre chose qu'elle-même.